RCN. Le son de la différence. Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. L'essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans la Maison des Sports, votre rendez-vous sport, chaque vendredi de 18h à 19h sur RCN. Je suis très content de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle émission avec mon acolyte Daniel Michel. Bonjour Daniel, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Très content de t'accueillir à nouveau dans ce rendez-vous sport. Aujourd'hui, on va parler football dans les grandes largeurs. On va parler notamment de Xavi et du retour de Xavi, du potentiel retour de Xavi au FC Barcelone, qui fait justement la une de tous les médias, de tous les grands journaux espagnols. On va parler également de Ligue des Champions. On va parler de basket et de tennis. Mais du coup, j'aimerais qu'on commence avec le grand événement de cette semaine, c'est le FC Barcelone qui potentiellement va sortir petit à petit de la crise, notamment grâce au potentiel retour de Xavi. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu ce qu'en disent les médias catalans, Daniel, mais qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, le retour de la légende du FC Barcelone en tant que coach au Barça? C'est une bonne chose pour eux, parce que Xavi, c'est pas n'importe qui, quand même. Il a toujours apprécié ce club. Donc c'est un peu un retour aux sources, parce qu'on constate que les joueurs et les entraîneurs avaient l'habitude de changer de club régulièrement, et quand ils quittaient un club, ils s'en foutaient plus ou moins. Alors que là, ça prouve quand même que finalement, il y a une attache qui se fait à des clubs, donc c'est une bonne chose. Je pense également que c'est une bonne chose pour en faire la petite rétrospective. Il faut rappeler que Xavi a fait toute sa carrière au Barça. Il vient de la Masia, donc il est du centre de formation du FC Barcelone. Il fait ensuite toute sa carrière au Barça, et puis il part en fin de carrière au club d'Al-Sadd, dont il sera l'entraîneur quelques années plus tard, un club au Qatar, justement, où il passe les diplômes d'entraîneur et ensuite il en devient le coach. Et puis, si on se concentre du côté du Barça, depuis que Xavi est parti, c'est totalement la crise au FC Barcelone, que ce soit d'un point de vue financier. Le Barça s'est endetté de presque 500 millions de dollars avec la philosophie de Josep Bartomeu, qui n'a pas profité des 222 millions d'euros de l'indemnité du transfert de Neymar, qui les a injectés dans des transferts qui n'ont pas porté leurs fruits, comme celui d'Ousmane Dembélé, celui de Philippe Coutinho, celui d'Antoine Griezmann, qui sont des transferts à plus de 150 millions d'euros, et au final ça n'a pas payé. Et ensuite on a eu le feuilleton Lionel Messi, où entre guillemets tous les grands cadres du Barça sont partis. On a d'abord eu Andrés Iniesta, puis ensuite d'abord Xavi, puis ensuite Andrés Iniesta, puis ensuite Lionel Messi, et ça n'a fait que entacher encore plus l'image du Barça. Sur le terrain, c'est la même chose. On ne retrouve plus ce Barça, ce côté tiki-taka, ce côté possession de balle qui faisait la lumière, et qui impressionnait tout le monde, le monde entier du football. Et Xavi, on est un petit peu l'ambassadeur de ça, avec Guardiola bien sûr, mais Guardiola est parti dans notre club. Xavi était sur le terrain l'ambassadeur de cette philosophie, de ce beau jeu, de cet enchaînement de passes, et d'ailleurs c'est ce qu'il a mis en place à Al-Sadd. Est-ce que pour toi, si Xavi revient au Barça, là, c'est le début de la fin de la crise, et on va retrouver un Barça qui ressemblait plus à celui des années 2010 plutôt que ces dernières années? Je pense que c'est un début de fin de crise. Restera quand même à le confirmer, parce que c'est vrai aussi que les grandes équipes ne meurent jamais, quoi. Elles ont souvent des passages à vide comme ça. C'est le cas de toutes les grandes équipes, je veux dire. Elles ont pendant 2-3 années des fois des passages à vide. Mais je pense que le retour de Xavi va redonner du punch au Barça. Aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que le Barça avait, au niveau du marketing, ils avaient mis en place, c'est eux qui ont les premiers mis en place des gadgets, des choses comme ça, qui remportaient un pognon monstre, je veux dire. Et ça aussi, ça a un peu diminué, ça. Donc, je pense qu'il y a eu une crise générale au Barça, qui n'était pas que sur le terrain. Je pense que c'est au niveau du club aussi. Je pense qu'ils ont dû changer de président. C'est exactement ça. Bartomeu est arrivé, et justement, il
il contrastait tellement avec cette culture du club qui partait des jeunes, qui partait de la Masia. Oui. On se concentre sur un centre de formation catalan, uniquement catalan, et on veut insuffler cette technique. On se concentre d'abord sur des joueurs techniques qui passent le ballon. Oui. Et Bartomeu est arrivé à changer ça. Moi, je ne prendrai plus de joueurs de la Masia et je vais acheter des stars à foison. Vu que j'ai perdu Neymar et j'ai Messi et Suarez, et donc ça n'a pas marché. Effectivement, il y a eu une crise financière sur le terrain, donc dans tous les aspects du club, des instances jusqu'aux joueurs. Aujourd'hui, Xavi, je pense, est quelqu'un capable de remettre de l'ordre dans la maison. Oui. Alors, il faut spécifier que sa venue n'est pas encore officielle, mais on s'y attend. Ça devrait être dans les prochaines heures. Le quotidien Mundo Deportivo a notamment titré aujourd'hui, c'est le jour de Xavi, quand le quotidien Sport, un autre média catalan, a titré signature OK en une. Donc on devrait s'attendre à ce que Xavi arrive aujourd'hui. Moi, surtout, ce que j'attends, c'est que on retrouve petit à petit, parce que là, l'effectif du Barça est un petit peu décimé. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des vieux également comme Gérard Piqué ou Sergio Busquets dont on attend un petit peu l'éviction. J'espère que Xavi va arriver, se débarrasser des cadres qui n'ont plus leur place dans l'effectif parce que ils ne sont plus assez bons. Je pense notamment à Gérard Piqué et Sergio Busquets. Du coup, je pense également à des joueurs comme Clément Lenglet et Samuel Umtiti qui ont fait leur temps au Barça. Clément Lenglet, l'ancien Océan, qui ont fait leur temps et qui n'ont pas fait leurs preuves. Ou alors Ousmane Dembélé encore qui continue avec ses affaires d'entraînement, de blessures, ses affaires extrasportives. Donc j'attends de Xavi qu'il revienne, qu'il remette de l'ordre et que le jeu soit un jeu à la Barça tel qu'on l'a connu dans les années précédentes, dans les années 2010, qui a fait la grande époque du Barça, et également qui compte à nouveau sur le centre de formation, sur les jeunes comme Riqui Puig, comme Gavi, comme Ansu Fati, et que le succès du Barça que la reconstruction soit peut-être longue, mais au moins saine. Oui. Clément Lenglet, de toute façon, son départ est pratiquement acté, je veux dire. Parce qu'il devait aller en Angleterre, je crois, non? On en parlait. Il y a des rumeurs de départ, mais son salaire est conséquent. Donc oui, il est très élevé. Il y a des clubs pour le moment qui ne veulent pas payer son salaire, donc ils vont peut-être attendre la fin de son contrat. Mais je pense que oui, son aventure au Barça est proche de la fin. Oui, puis bon, ça n'a pas été forcément une réussite. Au début, il était bon, il a gagné une place de titulaire très vite sous le coach Valverde, et puis maintenant il joue plus, notamment parce que l'élimination en Ligue des Champions est principalement due à lui. Oui. Et même en équipe de France où contre la Suisse, il fait n'importe quoi, son image a pris un coup. Il réapparaît en équipe de France, j'ai vu qu'il l'avait rappelé, là, parce qu'il y a eu des blessés. Bon, mais je dirais qu'il il est relativement jeune encore, je crois qu'il a 25 ans, je crois, peut-être même pas. Oui, tout à fait. Donc, sa carrière est loin d'être terminée. En tout cas, c'est un joueur sérieux quand même, donc c'est un joueur sérieux, donc il trouvera preneur, j'en doute pas. Mais au Barça, peut-être un Nancy, d'ailleurs. Au Barça, j'espère que Xavi va se débarrasser des joueurs qui ont fait leur temps et qui n'ont, ou alors peut-être qu'il va leur redonner confiance mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, demain le Barça se déplace sur la pelouse de Celta Vigo. Daniel, en un mot, est-ce que Xavi Hernandez sera sur le banc demain? Je sais pas. Petit pronostic, t'as pas envie de te mouiller? Comment? T'as pas envie de te mouiller? Peut-être qu'il y sera, je sais pas. Moi je pense que ça ira vite quand même. Moi aussi, je pense que Xavi va signer dans les prochaines heures. On le verra peut-être pas déjà demain. Signé d'ailleurs. Peut-être, et c'est pas encore annoncé, mais on le verra peut-être pas demain sur le banc contre le Celta Vigo, mais en tout cas on devrait le voir dans les semaines à venir pour défendre les couleurs du Barça. En tout cas, on a bien parlé du Barça, on va reparler de football dans un instant, ce sera pour parler de Ligue des Champions. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et tout de suite, j'aimerais qu'on parle de Ligue des Champions. Daniel, alors bien sûr, la Ligue des Champions, c'est la compétition phare, de la compétition la plus prestigieuse du ballon rond. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. On en a parlé déjà la semaine dernière. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine en Ligue des Champions? Il m'a marqué que le Paris Saint-Germain a été qualifié. Bon, après un match plus que moyen. Voilà, bon, donc, et je note déjà sur le Paris Saint-Germain contre Leipzig, 2 buts partout, un Paris Saint-Germain qui est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire sans grande cohérence, très moyen, avec un Messi qui ne sort, Messi n'était pas là d'ailleurs, mais avec un Neymar qui ne sort pas du lot, un Mbappé qui est bon mais sans plus, et puis un PSG sans véritable fond de jeu, qui dans la douleur parvient à accrocher le nul, mais c'était dans la difficulté face à
club pourtant normalement sur le papier moins fort. Leipzig, oui, c'est pas un grand club. Bon, ce qu'on constate, le PSG, il s'en sort toujours sur les individualités, quoi, je veux dire. Hein, là, cette fois-ci, grâce à Jorginho Wijnaldum qui met un doublé. Mais il arrivera un moment où ça ne suffira plus, quoi. Là, ils se sont fait égaliser en toute fin de match sur un penalty de Szoboszlai. Moi personnellement, alors c'est totalement c'est personnel, mais moi je trouve qu'ils méritaient pas le match nul et j'aimerais que là dans les prochains matchs ils prennent une défaite pour se prendre entre guillemets un coup de massue sur la tête et qu'ils se réveillent et que ça sonne entre guillemets une petite révolte parce que c'est pas normal d'avoir un effectif si talentueux et de proposer un contenu aussi faible. Alors je sais pas, est-ce qu'ils se ménagent pour l'avenir Non, ça m'étonnerait. Moi, mais je pense pas, je dirais, parce qu'ils ont quand même un effectif assez. Moi, je pense que Mauricio Pochettino a du mal à gérer les égos pour le moment et à mettre en place une véritable stratégie sur le terrain. Et je me demande quand est-ce que ça va venir, parce que à Tottenham, Mauricio Pochettino était capable de mettre des systèmes de jeu en place. Et pour le moment, au Paris Saint-Germain, on n'a pas encore vraiment vu de système de Pochettino. Non. Tout à fait. Donc le Paris Saint-Germain, en effet, dans la continuité, un petit peu décevant, mais on a eu Lille qui a fait très bonne impression face au FC Séville. Lille, oui, qui est pas encore qualifié, mais qui a de bonnes chances d'y être. Qui est deuxième derrière Salzbourg. Oui, c'est assez serré quand même. Oui, qui a le même nombre de points que Wolfsburg et Séville à 3 points. Tout le monde peut se qualifier encore dans ce groupe. Le dernier, je crois. Non, Séville peut encore. Il reste 2 matchs, mais en effet, ils ont 3 points. Ils ont 3 points, mais il reste 2 matchs. Difficile pour eux. S'ils gagnent leur tour prochain, ils seront qualifiés. Mais donc, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de Lille qui, contre toute attente, vient à bout de Séville grâce à Jonathan David, encore une fois, qui a été exceptionnel, et un but de Jonathan Iconé également. Lille est une bonne équipe qui n'a pas le niveau, qui n'a pas un grand niveau, quoi, je veux dire, mais c'est une équipe sérieuse, une bonne équipe. Voilà, bon, ils ont fait un match qu'on attendait d'eux, bon, c'est bien, quoi, je veux dire. Ils sont pas encore qualifiés, ils font au moins une victoire encore. Séville était dernier, donc c'est pas forcément un exploit qu'ils ont fait, mais bon, il fallait quand même gagner, quoi, je veux dire. Il fallait gagner. Pour moi, ça relève quand même de l'exploit parce que Séville est une bonne équipe, une équipe qui a l'habitude des rendez-vous européens, plus que Lille. Lille en ce moment est un petit peu dans la panade dans le championnat français. Ils sont 12e et donc je trouve ça bien qu'ils soient capables sur la plus grande des scènes de répondre présent. Et puis sinon en Ligue Europa, on a Marseille qui a fait non, on va parler des autres rendez-vous de la Ligue des Champions, notamment de Manchester United dont on a parlé la semaine dernière. Oui, ils se reprennent. Où ils avaient perdu 5-0 contre Liverpool. Donc ensuite, ils ont parfaitement le couteau entre les dents répondu le lendemain. Le lendemain, quelques jours plus tard contre Tottenham où ils gagnent 3-0. Et là, en Ligue des Champions face à l'Atalanta, on a eu un immense Cristiano Ronaldo qui met un doublé et grâce à un coup de génie à la fin sur une reprise de volée sensationnelle. Manchester United. Bon, alors Ole Gunnar Solskjaer, le coach, est toujours en balance. On se demande toujours si on va le virer ou non, mais pour le moment j'ai l'impression qu'il récupère un petit peu de crédit tout de même. Je pense qu'il sera pas viré parce qu'ils ont quand même gagné 2 matchs. Bon, ils sont repris, quoi, je veux dire. Je pense que c'était un accident contre le 5-0 contre Liverpool. Liverpool, c'était un accident. Bon, ça arrive. Ça arrive, bon alors c'est quand même un sacré accident parce qu'on va pas rappeler l'antagonisme entre Liverpool et Manchester United, mais c'est un derby historique et perdre 5-0, ils s'en souviendront toute leur vie, les joueurs de Manchester et les supporters également, et à mon avis on va en parler encore très longtemps. Mais et puis il y a eu également l'expulsion de Pogba, le mauvais geste de Cristiano Ronaldo, donc ce n'était pas seulement un score, c'était vraiment une véritable humiliation. Et moi ce qui m'a plu, c'est que seulement quelques jours plus tard ils ont réussi à mettre 3-0 à Tottenham, qui est quand même une grande équipe, qui est une grande équipe, et donc en Ligue des Champions là face à l'Atalanta, le groupe ne s'est pas dessoudé, notamment grâce à un Cristiano Ronaldo qui était bon sur le terrain, mais même en dehors de ça, il est sorti que il a invité tout le groupe au restaurant, et je pense que les initiatives de Cristiano Ronaldo en tant que joueur expérimenté font du bien au groupe et soudent le collectif mancunien. Sûrement. Alors après, ils sont premiers pour le moment à égalité avec Villarreal à 7 points. Donc on verra ils devraient se qualifier. Ils devraient se qualifier. On verra si ils iront loin et si leur épopée durera longtemps. Et pareil en première ligue, ils sont 5e. Donc on verra s'ils continueront à enchaîner les bons résultats. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Comme autre résultat marquant, on a eu Manchester City qui a écrasé le club Bruges 4-1 et qui prend du coup la tête de la poule avec le Paris Saint-Germain. On a le
Bayern Munich qui a gagné 5-2 contre le Benfica, on a le Real Madrid qui a gagné également contre le Shakhtar, mais on va passer à la Ligue Europa où on a d'autres clubs français qui ont performé, notamment Marseille face à la Lazio qui a obtenu le nul à domicile, 2 buts partout. Oui, ce qui est une bonne chose. Marseille, je pense, est en bonne voie pour la qualification. Hein. Je pense qu'ils sont dans une dynamique assez importante, et en championnat et en Europe. On peut noter également le bon résultat de Lyon. Oui, on l'a pas signalé, tout à fait. Qui est pratiquement sûr d'être qualifié, c'est pas encore fait. Oui, mais qui est déjà qualifié, 12 points. Ils sont qualifiés, 12 points après 4 matchs, le deuxième n'en a que 4, Sparta Prague. Donc Lyon qui a remis un 3-0 contre Prague, donc la méthode Bosch continue de bien marcher, avec justement beaucoup de buts, un jeu plutôt dynamique et porté sur l'attaque, et ça porte ses fruits pour le moment, en tout cas en compétition européenne. Lyon qui va se qualifier du coup, et à mon avis c'est un des clubs français qui peut aller le plus loin dans cette compétition, parce qu'ils ont un vécu tout de même, et on sait que Lyon est un club qui a une culture des grands matchs et qui dans les grands rendez-vous répond toujours présent. On a Monaco également qui a fait match nul contre le PSV Eindhoven et qui reste premier de son groupe, avec la Real Sociedad deuxième, le PSV troisième et Graz qui est quatrième. Monaco également qui devrait se qualifier également, comme Lyon. La méthode Kovac qui marche, t'en penses quoi de Monaco? Bon, alors c'est vrai que Monaco a un parcours en championnat un peu plus chaotique quand même, faut connaître. Lyon, c'est pas le cas. Je pense que Lyon, qui avait eu une période un peu difficile dans le championnat français ces dernières années, a l'air de se reprendre, et je pense qu'on va redécouvrir un grand Lyon. J'aimerais bien, ça ferait du bien, surtout que Jean-Michel Aulas, à mon avis, ça lui tient à cœur de revenir, de revenir sur le podium des grands clubs français, parce que pour le moment c'est plus trop le cas. Bon, ils sont encore 6e pour le moment en Ligue 1, avec seulement 19 points, mais en tout cas en compétition européenne, ils sont présents et c'est ça qui fait plaisir. Ouais, leur groupe n'était pas très difficile. C'est vrai qu'on les attendra dans les phases à élimination directe. Cela dit, t'as parlé de Marseille également en disant que c'était facile, alors faut noter qu'ils sont 3e pour le moment, avec seulement 4 points, et que Galatasaray et la Lazio tiennent la tête du groupe avec 8 et 5 points respectivement. Marseille ira jouer en Turquie face à Galatasaray et jouera probablement sa qualification. On sait que c'est très difficile sur le sol turc. Et ensuite, ils recevront le Lokomotiv Moscou. Donc il y a encore de l'espoir pour Marseille. Ils ont, comment je veux dire, une fin de championnat assez favorable, disons. Tout à fait. Moi, j'espère que la dynamique impulsée par Georges Sampaoli continuera, et les joueurs pour le moment ont l'air d'être sur le même état d'esprit et sur la même longueur d'onde, donc c'est parfait pour l'Olympique de Marseille. J'espère qu'ils vont se qualifier, ça ferait du bien. C'est toujours la même chose de voir des clubs français sur la scène européenne performer. Et puis, sinon, on va changer de compétition, on va aller dans la Ligue Europa Conférence, qui est la nouvelle compétition créée par l'UEFA. Donc c'est entre guillemets la petite Ligue Europa de la Ligue Europa. Le gagnant de la Ligue Europa Conférence disputera la Ligue Europa l'année prochaine, sera automatiquement qualifié. On a Rennes comme représentant qui pour le moment est excellent, excellent, premier devant Tottenham, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, qui va se qualifier dans les phases à élimination directe, et qui donc du coup pour le moment mène bien sa barque, avec notamment une victoire contre Murat hier. Oui, qui n'était pas facile non plus. Qui n'était pas facile, parce que on le sait très bien, les petits clubs comme ça qui sont moins connus, moins réputés, lorsque c'est la première fois qu'ils jouent des matchs européens, ils jouent leur vie, et donc c'est très difficile de les prendre, parce que on est vite pris au piège. Mais en tout cas, Rennes n'est pas tombé et a gagné contre Murat. Puis pour des clubs comme Rennes, qui sont des petits clubs en championnat de France, c'est bien, parce que disputer 2 compétitions, c'est-à-dire la Ligue 1 plus la Coupe d'Europe, ça fait quand même beaucoup de matchs. Donc il faut avoir un effectif assez important. Tout à fait. Et c'est pas donné à tous les clubs d'avoir les moyens surtout pour des petits clubs français qui n'ont pas des budgets conséquents, à part le Paris Saint-Germain, et l'AS Monaco et peut-être l'Olympique Lyonnais, et encore qui n'ont pas beaucoup de réserves, tout à fait, qui chaque été vendent leurs meilleurs joueurs parce qu'ils en sont presque contraints. Mais voilà, en tout cas, on a bien parlé de ballon rond. On se retrouve dans un instant pour parler de basket et de NBA. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté.
Et avant qu'on parle de basket et de NBA et du top 75 qui est sorti, j'aimerais qu'on parle un petit peu de nos clubs qu'on reçoit chaque semaine et dont on parle chaque semaine, notamment du COS Villers-Nancy, du COS Villers-Nancy de rugby de Villers-Nancy qui a gagné contre Mulhouse en championnat et qui donc tient toujours la tête du championnat après 3 matchs qui sont toujours convaincants. On avait reçu Laurent Pasquier qui nous disait que chaque match était un combat. Pour le moment, ils abordent toujours les matchs de la même manière et donc ça fait plaisir de voir le COS Villers répondre présent. On a également le RC Champignol qui a mis une véritable raclée en coupe à un club de Reims 9-0 et qui donc rejoint le tour suivant, le 7e tour contre une équipe alsacienne. On a également le Niac de waterpolo qui a joué le week-end dernier, qui a malheureusement perdu contre Lille qui est le premier club en waterpolo et on a le Grand Nancy Volleyball qui a perdu contre Saint-Nazaire également le week-end dernier et qui Saint-Nazaire est pour le moment premier de Ligue B, donc c'était un choc au sommet. Nancy est 2e et qui va probablement se rattraper ce week-end. Mais j'aimerais qu'on parle tout de suite de NBA et notamment du top 75 qui est sorti. Alors le top 75, c'est la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps fait par la NBA qui sont passés en NBA. Du coup, on le rappelle, dans les années en 95, la NBA avait sorti les 50 greatest, donc c'était les 50 meilleurs joueurs de tous les temps. Et là, 25 ans après, ils ont décidé d'en faire à l'occasion du 75e anniversaire, de sortir le top 75. Alors à noter qu'ils n'ont retiré aucun des joueurs qu'ils avaient placés dans les 50 meilleurs et qu'ils en ont seulement rajouté 25. Et dans ces 25 nouveaux, on a des classiques comme LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Stephen Curry qui méritent totalement leur place. On a des surprises comme Anthony Davis, Damian Lillard qui pour le moment en sont à la moitié de leur carrière, qui n'ont rien gagné à part Anthony Davis, une bague de champion, mais Damian Lillard pour le coup, à part avoir été All-Star et All-NBA, il n'a jamais rien gagné. Et donc on se demande si c'est pas un petit peu un scandale de retrouver ces joueurs américains qui sont en milieu de carrière et qui pour le moment n'ont pas un palmarès conséquent, alors qu'on a des Tony Parker qui est 5 fois champion NBA, MVP des finales en 2007, qui est dans le top 10 des meilleurs scoreurs en play-off, également dans le top 10 du nombre de matchs joués en play-off. Et on a des Pau Gasol qui est une légende du basket au poste de pivot, joueur espagnol qui a remporté plusieurs fois l'Euro, qui a fait galérer les États-Unis à bon nombre de reprises et qui est surtout un pilier, un joueur emblématique des Los Angeles Lakers et des titres remportés avec Kobe Bryant. Ces deux joueurs sont laissés sur la touche pour Damian Lillard et Anthony Davis ou des Carmelo Anthony et Allen Iverson. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du top 75 et surtout des absences flagrantes de Tony Parker et de Pau Gasol? Je pense que c'est une injustice totale parce que Tony Parker mérite d'être parmi les 75 nominés, je veux dire. Alors pourquoi, ça je sais pas. Alors il est en retraite, peut-être que c'est ça. Ou le fait que, bon, c'est vrai que c'est une personnalité assez clivante, hein, peut-être que ça n'a pas... mais je pense que c'est une injustice. Alors est-ce que c'est un oubli volontaire ou involontaire, je sais pas. En tout cas, si c'est un oubli, pour moi, c'est tout bonnement scandaleux. Oui. Je ne comprends absolument pas comment un Damian Lillard, qui est d'accord réputé pour avoir mis des shoots très décisifs en play-off, face à Oklahoma notamment, face à Houston, mais à part ça, quel est le palmarès de Damian Lillard? À part ces immenses shoots, il n'y en a pas, alors que Tony Parker est 5 fois champion. Oui. Alors bien sûr, il fait partie d'une dynastie à San Antonio où il est accompagné par Tim Duncan, par Manu Ginobili, par Greg Popovich. Tony Parker n'a pas remporté les titres tout seul. Néanmoins, c'est un... Il était influent. C'est un artisan principal de tous ces grands succès de San Antonio et surtout de cette dynastie qui a remporté je ne sais combien de victoires pendant 20 ans. Ça fait 20 ans que San Antonio marche sur la ligue, alors moins depuis 2 ans forcément parce que il y a plus les mêmes joueurs et les joueurs comme Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan ont pris leur retraite. Mais pendant 20 ans, San Antonio a marché sur la ligue grâce à ce trio. Et puis il y a ça, et puis il y a aussi le côté Tony Parker est entre guillemets un pionnier de ces joueurs européens qui sont venus en NBA. Et avant Tony Parker, avant Pau Gasol qui sont arrivés dans les années 2000, on n'a pas de joueurs européens qui fonctionnent en NBA, qui réussissent. Et alors bien sûr il y a eu Dirk Nowitzki qui est le premier MVP et Tony Parker est le premier MVP des finales européens. Et rien que pour ça, il mérite sa place. Sans compter bien évidemment tous les exploits accomplis avec l'équipe de France. Oui, parce que l'équipe de France, donc il était un des meneurs,
a fait quand même de très bons résultats sous sa coupe, hein, je veux dire. Hein, donc, moi, je pense que c'est une grave injustice. Alors pourquoi, ça, je sais pas. Alors pourquoi, si on essaie de réfléchir à pourquoi, moi je pense d'abord parce que il y a bien sûr la NBA est un show et fonctionne toujours sur la hype, sur ce qui va faire le plus de bruit, et Damian Lillard est un joueur beaucoup plus populaire que Tony Parker, déjà parce qu'il rappe, c'est assez inédit, mais c'est un rappeur. Il est en couverture des jeux vidéo de 2K, NBA 2K21. C'est une légende de Portland. Je pense aussi que c'est, pour le coup, il a ce côté-là où c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Portland, mais la franchise de Portland est une franchise bien moins marquante que celle de San Antonio. Donc on peut se demander si le jugement est raisonné, mais il y a aussi peut-être ce truc, alors c'est peut-être un petit peu malsain de l'évoquer, mais il y a peut-être un peu ce truc où le délit de sale gueule européen. Tony Parker est européen, et du coup les États-Unis sont pro-américains, quoi. Enfin, la NBA est pro-américain et se dit je préfère mettre des joueurs américains que des Pau Gasol ou des Tony Parker. Du coup, je vais mettre Carmelo Anthony, qui est un joueur ultra populaire, qui fonctionne comme une marque, et Damian Lillard, plutôt que des joueurs qui sont des véritables légendes du basket. Sans doute que le fait d'être européen et français a dû jouer contre lui, quoi. Tout à fait. En tout cas, top 75, alors bien sûr, j'espère qu'il y aura des updates dans 25 ans, on devrait avoir un top 100, et j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de garder tous les joueurs qu'ils ont déjà mis dans le top 75, parce que là, dans les 50 Greatest qu'ils ont fait en 1995, on a quand même des joueurs qui ont réussi dans les années 60. La NBA dans les années 60 n'est plus la même que celle d'aujourd'hui, l'intensité n'est plus la même, le physique n'est plus le même, la difficulté pareil. Avant, il y avait 8 équipes, aujourd'hui il y en a 30, donc c'est beaucoup plus difficile de réussir. Voilà, en tout cas, on a bien parlé de basket. C'est difficile de comparer 50 années d'écart. Bien sûr. C'est pour ça qu'à mon avis, il devrait faire des mises à jour où il retire certains joueurs. Bien sûr, il faudrait en laisser certains. On va pas se mettre à retirer Michael Jordan, Magic Johnson ou Larry Bird. Eux méritent totalement leur place. Mais on en a d'autres qui là par exemple, moi j'aurais mis Carmelo Anthony dans le top 75, mais s'il ne manque pas Pau Gasol ou Tony Parker. Alors Damian Lillard pour moi n'a rien à faire ici, mais Anthony Davis et Carmelo Anthony c'est moins un scandale. Et donc du coup j'aurais retiré des joueurs qui faisaient partie des 50 Greatest. Mais en tout cas on a bien parlé de NBA, on suivra bien sûr les classements qui sont faits, même s'ils sont plus ou moins scandaleux que d'autres, et on se retrouve dans un instant pour parler de tennis. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et tout de suite, on va parler de ball jaune et de tennis, et notamment du Master de Paris-Bercy qui se déroule en ce moment. Alors, on est au stade des quarts de finale à l'heure où on parle. Mais d'abord, dis-moi ce que tu penses du tournoi de Paris, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il est souvent dans l'ombre de Roland Garros pour ceux qui ne sont pas des puristes du tennis. Mais moi, je trouve que c'est un tournoi où on retrouve chaque année du beau jeu sur une surface dure. Et ça, c'est un tournoi, je dirais pas majeur, mais je veux dire, c'est toujours un grand rendez-vous pour les tennisman. Les grands tennisman répondent toujours présents. Bon, alors là cette année on n'a pas Rafael Nadal, mais on a Novak Djokovic notamment. Qui n'est pas rien. Toi, tu penses quoi du tournoi qui a débuté le 1er novembre, et t'attends quoi? Bon, alors c'est vrai que les Français pour le moment sont tous éliminés sauf Hugo Gaston, mais dis-moi un peu ce que t'évoque le tournoi français. Le tournoi de Paris, c'est un des plus grands tournois de France. C'est le deuxième, ouais. Oui. Après, le problème c'est que le tennis actuellement, le tennis français notamment, est pas mal. Qu'il soit masculin ou féminin, je pense que ça n'a jamais été aussi mal d'ailleurs. Et ça dure, hein. Ça fait longtemps, c'est vrai. Ça dure, donc. Ça fait 20, 30 ans peut-être qu'on n'a pas vu de tennisman français sortir du lot et être un véritable favori au titre. Alors, enfin, au grand chelem. Alors, on a eu des Joe Wilfried Tsonga, on a eu des Gaël Monfils qui sont des tennisman talentueux, qui ont je ne sais combien de failles déjà dans leur jeu et dans la motivation, et aussi dans leur état de santé, tout simplement. Ils ont été blessés à bon nombre de reprises. Gaël Monfils en l'occurrence qui avait battu Manarino avant les huitièmes de finale, et qui en huitièmes de finale se retrouve contre Novak Djokovic, mais qui déclare forfait.
Bon alors, de toute façon, je pense pas qu'il aurait battu Novak Djokovic, notamment parce que en 17 matchs, Gaël Monfils en 17 matchs contre Novak Djokovic n'a jamais gagné. Donc je pense que sur le 18e rendez-vous, il aurait pas fait un exploit, mais il a déclaré forfait. Donc une fois de plus, on a un Gaël Monfils qui est blessé. Il est souvent blessé, lui. Exactement. Donc le tennis français dans sa globalité, tu as raison, est en perdition depuis des années. Il est en perdition, le terme n'est pas... Mais je trouve qu'on a quand même 2-3 jeunes espoirs. Il y a des jeunes. On a Hugo Gaston notamment, on a Elsa Jacquemot du côté des filles qui avait remporté le Roland Garros des espoirs. Donc peut-être que le tennis français a de belles heures devant lui, notamment avec Hugo Gaston, qui en est un des grands ambassadeurs et qui va jouer contre Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial. Il a peu de chance, mais il a battu Carlos Alcaraz, le numéro 35 mondial, en 8e de finale. Alors faut rappeler que Hugo Gaston est 103e mondial, ça relève de l'exploit. Il va remonter à mon avis. On rappelle également qu'en 2020, à Roland Garros 2020, il avait battu Dominic Thiem en 8e de finale et qui s'était retrouvé contre Novak Djokovic également et qu'il avait perdu. C'est normal, oui. Mais Hugo Gaston enchaîne les petits exploits. Alors entre ces exploits qui sont espacés de 2 ans, il a pas de grandes performances, il a pas de match référence, mais à chaque fois, il revient toutes les années pour nous faire pour être la surprise d'un tournoi. 2-3 coups d'éclat dans l'année. C'est ça. Et pour moi, même si c'est déjà bien, peut-être qu'il n'y a pas de quoi matérialiser là-dessus et se dire on a un grand tennisman d'envergure en France, mais en tout cas très jeune, il a 21 ans seulement, il est capable de faire ça. Il est jeune, oui. Peut-être qu'à 25-26, il aura pris de l'expérience et il sera capable de répéter ses exploits et on considérera que ce ne sera plus des exploits. Oui, sans doute. Il y en a le gars de Metz aussi, je sais plus comment il s'appelle. Hugo Humbert. Oui, qui est pas mal non plus. Qui est pas mal non plus, mais qui là depuis. Mais il a un niveau en dessous quand même. Depuis le tournoi de Metz d'ailleurs, qui reste discret, ne fait pas d'apparition dans les médias et même ne joue pas. Donc Hugo Humbert a peut-être des raisons d'être discret, mais en tout cas on le retrouve pas sur le tournoi de Paris. Non. Hugo Gaston face à Medvedev, du coup toi tu penses que c'est mort? Ce sera difficile. S'il gagne, ce sera un exploit extraordinaire, à mon avis, mais je pense qu'il va perdre. Ce sera un exploit extraordinaire. En tout cas, s'il gagne, il retrouvera Anthony Zverev. Donc Sacha Zverev. Du coup, je sais, ce sera à nouveau un immense, sera David contre Goliath à nouveau en demi-finale s'il gagne. Donc il va falloir qu'il enchaîne les exploits sur tous les tours pour gagner. Mais déjà, s'il joue bien contre Medvedev, tous les projecteurs seront braqués sur ce match. Tout le monde va le regarder parce que c'est un Français qui joue à Paris et que Medvedev c'est le 2e mondial. Donc j'espère qu'on va pas retrouver un 6-0, 6-0. Mais si le match est serré, et ben ce sera déjà quelque chose. Ce sera un exploit. Ce sera déjà quelque chose de très bien pour Hugo Gaston et dont il pourrait être très fier. Dans les autres matchs, on a Zverev qui joue contre Rude, on a Hurkacz qui joue contre Djokovic et Djokovic qui joue contre Fritz. Alors je vais pas te demander ton pronostic mais quand même on attend Novak Djokovic et Daniil Medvedev en finale, je pense. Oui, je pense. On a Sacha Zverev bien sûr qui est capable de faire de faire une surprise et de sortir du lot, ou Hubert Hurkacz qui est très très bon depuis quelques mois, mais je pense qu'on attend le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial. Je pense que ce serait la logique. Oui. Medvedev qui a remporté d'ailleurs le tournoi en 2020 et qui va essayer de faire la passe, le doublé, qui est quelque chose qu'on voit assez rarement. Ce serait logique qu'on les retrouve en finale, d'autant plus que les surprises en général dans un tournoi, il y en a une. On arrive difficilement à faire 2 ou 3 surprises pour un joueur. C'est vrai. Et on peut déjà considérer d'ailleurs que Gaston est une surprise lorsqu'il élimine Alcaraz. Parce que déjà il le bat 7-6 au dernier set, donc c'est vraiment acharné. Et puis Gaston. En général, quand on sort un exploit, on a du mal, on est de le répéter. Je l'ai vu dans l'équipe. Là, Gaston était dans l'effervescence, était très euphorique. Il a dit que l'ambiance était exceptionnelle. Oui. Donc là, il est sur un petit nuage. Il va vite falloir qu'il redescende pour jouer face à Medvedev. Même si lui aussi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il attend. Je pense qu'il sait que ça va être extrêmement difficile et qu'il ne se fait pas. Il se fait pas beaucoup d'illusions, je pense. C'est sûr. Le match, en tout cas, est à jouer aujourd'hui à 19h30. Donc on attend Hugo Gaston au
au rendez-vous. On vous conseille tous, chers auditeurs, de regarder le match parce que c'est toujours plaisant de voir un Français défendre nos couleurs. Ce qui est pas fréquent d'ailleurs. Ce qui est pas fréquent, défendre nos couleurs en quart de finale. Généralement, les Français perdent au deuxième ou troisième tour en tennis, comme on l'a dit depuis quelques années. Oui. Donc espérons que Gaston porte le flambeau et relève un petit peu le niveau. En tout cas, rendez-vous 19h30 ce soir. On a bien parlé de tennis. On se retrouvera dans un instant pour conclure l'émission. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et avant de conclure l'émission, on va faire un petit focus sur l'ASNL dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui. L'ASNL qui a fait match nul contre Sochaux et qui pour le moment est un petit peu mieux que au début de saison, qui reste malgré tout dernier. Avec 9 points seulement en 14 rencontres, mais les espoirs ne sont pas encore morts pour Nancy, qui peut espérer toujours se sauver. Bien sûr, on n'est qu'en début de saison, même si on arrive là vers le milieu de saison, mais on a des équipes comme Amiens, comme Bastia, comme Quevilly, qui sont prenables juste devant. Donc on espère que Nancy, coaché par Benoît Pedretti, va continuer sur sa lancée, même si pour le moment ils ont toujours pas gagné, mais au moins des matchs nuls, c'est mieux que des défaites, et surtout des matchs nuls où ils n'encaissent pas de but. Moi, je pense que le match nul contre Sochaux est un bon résultat, parce que Sochaux est deuxième, quand même, c'est pas rien. Tout à fait. Et puis Sochaux, une bonne équipe, ils sont pas là par hasard. Non, c'est Sochaux une vise la équipe, montée. derrière Toulouse, ils visent la montée. Et puis le match, Nancy a fait un bon match quand même. Ils auraient même pu gagner. Il n'y avait rien d'injuste à ce qu'ils gagnent. Dans les statistiques, c'est ça, 10 tirs au but à 13. Oui. Donc ils étaient présents, ils ont eu des occasions. Moi je trouve que c'est de bon augure pour la suite. C'est bien, il faut continuer sur cette lancée. On a vu un changement d'état d'esprit depuis que Pedretti est en place. On voit des changements aussi opérés par le coach et qui portent leurs fruits. Alors, la défense a l'air d'être stabilisée maintenant. Le gardien, il est à la hauteur, le jeune gardien. La défense aussi. Le gros problème, c'est l'attaque. Le gros problème, c'est l'attaque, avec 9 buts marqués seulement en 14 rencontres. Puis, c'est des jeunes. Les jeunes ne sont pas à la hauteur, faut connaître. Non, le gros problème, c'est qu'il y a des carences en attaque. Il faut les corriger au plus vite. Demain, Nancy jouera contre Niort. Ils se déplacent à Niort, qui est 6e de Ligue 2. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent décrocher leur première victoire? Ce sera difficile, parce que l'entraîneur adjoint de Niort, c'est l'ancien goleador de Nancy, qui a comment il s'appelait Ngonom, je sais plus comment, là, qui a pas marqué de but à Nancy, alors qu'il avait marqué plein à Niort. Donc ce sera difficile, parce que Niort est une bonne équipe quand même. Niort est une très bonne équipe, ils sont 6e, eux aussi visent la montée. Alors j'ai dit première victoire, mais il faut le rappeler, Nancy a gagné contre Guingamp, et donc du coup ce sera pour décrocher, on espère la deuxième victoire. Alors, même si ils vont essayer il faut avant tout, avant-centre. Oui, même s'il faut avant tout ne pas perdre contre Niort. Et puis également il y a un rendez-vous en Coupe de France le 13 novembre, Nancy joue contre Plantier-Metz et jouera contre Champignol. S'ils gagnent ce match, ils joueront contre Champignol au tour suivant. Si Champignol également gagne son rendez-vous en Coupe de France contre Bischheim. Donc nos amis de Champignol qui auront l'occasion à Champignol en plus de battre le rival nancéen, ce qui donne envie. Oui, c'est vrai. Ce sera difficile quand même, Champignon. Ah ouais, tout à fait. En tout cas, chers auditeurs, je suis très content de vous remercier. Et pour cette émission, on a parlé de football, on a parlé de basket, de tennis, de l'ASNL et également de nos amis de Champignol, du Cosville et Nancy et du NIAC. Tout de suite, je te remercie Daniel pour cette émission. Je donne rendez-vous lundi prochain à nos auditeurs où Daniel sera absent. Je serai en vacances. Dans Coup de sifflet, mais il y aura tout de même émission de 18h à 19h. Je remercie également Jean-Luc à la technique et je vous donne rendez-vous du coup lundi à 18h pour un nouveau rendez-vous sport. À bientôt l'équipe, ciao. RCN, www.rcn-radio.org